Tandis que je disais au revoir à mon ami à l'aéroport, j'ai soudain vu ma belle-fille assise dans la salle d'attente, enlacée à un homme plus âgé. Je me suis approché lentement, sans faire de bruit, et j'ai décidé d'écouter ce qu'il disait. Demain, au tribunal, je vais me faire passer pour la victime d'un mari violent. Attendez de voir ma superbe performance. J'ai esquissé un léger sourire et j'ai composé le numéro de mon fils. Heureusement que tu es là. Si vous regardez cette vidéo, likez-la. Abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où est allée cette matinée-là. Je me suis réveillé tôt, alors que l'aube pointait à peine à travers la fenêtre. Aujourd'hui était le jour de dire au revoir à mon amie Piété à l'aéroport. Elle n'a pas de famille ici, elle n'a que moi, son amie de tant de décennies comme son unique adieu. Piété partait pour Lyon visiter sa fille, et je voulais faire quelque chose pour qu'elle se sente un peu chez elle avant le voyage. J'ai emballé quelques croissants qui restaient d'hier pour elle. Je les ai mis dans une petite boîte Tupperware, pensant qu'elle pourrait les manger sur place. J'ai pris un de ces vieux taxis qui sentent toujours un peu l'huile de moteur. Piété était à mes côtés, me racontant tout, que sa fille venait d'avoir son petit-fils, que le four de sa maison était en panne depuis une semaine et que personne ne viendrait le réparer. En route vers l'aéroport Charles de Gaulle, les rues étaient bondées, une mer de gens pressés, mais j'étais juste. Je voulais que le temps passe plus lentement pour pouvoir savourer ces moments de calme et de miséricorde. En arrivant à l'aéroport, nous avons cherché une place dans la salle d'attente du terminal 2, tout près de la porte d'embarquement. Les sièges étaient glacés, l'air sentait le désinfectant, et les haut-parleurs annonçaient les vols. Piété a posé son sac par terre, a sorti une photo de son petit-fils et m'a montré les grands yeux du bébé. Puis elle s'est levée, disant qu'elle allait aux toilettes un instant. J'ai acquiescé et j'ai décidé de faire un tour pour me dégourdir les jambes. J'ai marché lentement, observant les gens aller et venir. L'aéroport est comme un monde en miniature, un endroit où tout le monde arrive et ils portent leurs propres histoires. Je me suis arrêté près d'un café avec l'intention d'acheter un jus d'orange, quand soudain mon cœur s'est emballé. À une dizaine de pas de moi, dans une rangée de sièges plus en arrière, j'ai vu Sylvie, ma belle-fille, la personne qui devrait être à la maison, ou au moins à un endroit que je connais. Mais elle était là, à l'aéroport, sans nous en avoir dit un mot, ni à moi, ni à Raymond. Je suis resté figé, sentant comme si quelqu'un serrait ma poitrine. Sylvie n'était pas seule. À côté d'elle se trouvait un homme plus âgé, bien habillé, avec une veste grise impeccable et une Rolex qui brillait sous les lumières. Il portait une mallette en cuir avec un air de pouvoir, mais son sourire avait quelque chose qui me glaçait le sang. Sylvie l'a enlacé, s'est penchée près de son oreille pour murmurer quelque chose, et puis a gloussé. Il a ajusté le col de sa chemise et redressé sa cravate, un geste d'une intimité étrange. Je suis resté là, les pieds plantés au sol et la tête qui tournait. J'ai sorti mon téléphone d'une main tremblante, feignant d'envoyer un message. J'ai enregistré une courte vidéo en cachette. Je ne sais pas bien pourquoi je l'ai fait. Peut-être par instinct. Le désir d'avoir une preuve pour ne pas me convaincre plus tard que j'avais mal vu. À ce moment, un courant d'air conditionné a fait tomber des papiers qu'il regardait. Sylvie s'est baissée pour les ramasser et son rire a retenti à nouveau, clair mais aigu. Je l'ai entendu dire parfaitement au tribunal « Je vais me faire passer pour la victime d'un mari violent. Tu verras quelle bonne actrice je suis. » Ces mots ont été comme un coup de poignard au cœur. Un mari violent. Elle parlait de Raymond, mon fils, le fils que j'ai élevé, celui que j'ai aimé toute ma vie, celui qui n'a jamais élevé la voix contre quiconque. Je suis resté figé, mon cœur battant la chamade et ma respiration haletante, comme si tout l'air de l'aéroport avait été volé. Je me suis reculé rapidement et me suis caché derrière une grande colonne, craignant d'être vu. Mon esprit était un tourbillon de questions. Que faisait Sylvie? Qui était cet homme? Pourquoi parlait-elle comme ça de Raymond? J'ai essayé de respirer profondément, mais ma poitrine me faisait mal. Toutes ces années, j'ai essayé d'aimer Sylvie comme une fille,
même si elle s'est toujours tenue à distance de moi. Je pensais que c'était juste sa façon d'être. Mais maintenant, je réalisais qu'il y avait quelque chose de plus profond, de plus sombre. Piété est revenue avec une bouteille d'eau et m'a demandé, sur un ton décontracté, pourquoi j'étais si pâle. J'ai secoué la tête, forçant un sourire, et je lui ai dit que c'était probablement la fatigue de rester debout si longtemps. Je ne pouvais rien lui dire, pas à ce moment. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, observant sa silhouette disparaître après le contrôle de sécurité. Quand Piété est partie, l'aéroport m'a soudain semblé vide, tout comme mon cœur à ce moment. J'ai appelé un taxi et je suis monté dedans, la tête embrouillée, regardant par la fenêtre. La ville défilait comme un flou de couleurs, mais je n'avais la tête à rien. Dès que je suis monté dans la voiture, j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Raymond. Quand il a répondu, sa voix sonnait normale, comme toujours. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai respiré profondément, essayant de garder la voix ferme, même si je me sentais comme dans un tourbillon intérieur. « Je dois te voir ce soir, fils, » ai-je murmuré. « Juste toi et moi. C'est important. » Raymond est resté silencieux un moment, puis a répondu. « Bien sûr, papa, je serai à la maison ce soir. » J'ai raccroché avant qu'il puisse poser plus de questions. J'ai demandé au chauffeur de taxi de me ramener directement chez moi, un endroit où je pouvais être seul et réfléchir en silence, sans que personne ne me dérange. Ce soir-là, j'ai rencontré Raymond dans un petit café discret au coin de la rue des Maurras, un endroit isolé que personne de la famille de Sylvie ne connaissait. J'avais besoin d'un espace où nous pouvions parler ouvertement. Je suis arrivé tôt et j'ai choisi une table dans un coin près de la fenêtre, mais assez cachée pour que personne ne puisse nous voir. Le café était petit et cosy, avec une odeur de bois ancien et de grains torréfiés qui créait une atmosphère chaleureuse. Mais je me sentais glacé à l'intérieur. Je suis resté assis là, tenant ma tasse de thé chaud, regardant la rue. Les voitures passaient à vive allure, les lampadaires clignotaient, mais rien ne pouvait calmer mon anxiété. J'ai vérifié mon téléphone. La vidéo que j'avais enregistrée à l'aéroport était toujours là, comme une preuve vivante qui était aussi une plaie ouverte dans mon cœur. Je me demandais si je n'exagérais pas. Peut-être que j'avais mal interprété Sylvie. Mais alors, l'image d'elle caressant le cou de cet homme et le ton calculateur de sa voix est revenu à mon esprit. Et je savais que je ne pouvais pas me tromper. Environ 15 minutes plus tard, Raymond est entré. Il portait une chemise blanche, et ses cheveux étaient coiffés, mais son regard était plein d'inquiétude. « Papa, tu m'as fait peur », a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi m'as-tu appelé ici ?» Sa voix était douce, mais j'ai noté une touche de confusion. Raymond a toujours été un bon fils, toujours à prendre soin de moi. Mais aujourd'hui, je savais que cette conversation ne serait pas facile. J'ai respiré profondément, essayant de garder mon calme, mais mes mains tremblaient quand j'ai pris mon téléphone. « Regarde ça », ai-je dit en lui tendant le téléphone avec la vidéo. « Voilà. » Raymond l'a pris, les yeux fixés sur l'écran. J'ai observé chaque geste. Sa curiosité s'est transformée en doute et soudain il a ri. Son rire sonnait sec, creux, comme si je venais de raconter une mauvaise blague. « Ah, papa !» a-t-il dit en posant le téléphone sur la table. « Je sais ce que tu penses, mais ça pourrait être un associé, un collègue. Sylvie soutient beaucoup de projets communautaires. Elle connaît beaucoup de gens qui la voient être gentille avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'elle me trompe. » Ces mots m'ont frappé comme un seau d'eau froide. Je m'étais préparé à beaucoup de réactions, mais pas à un déni si catégorique. « Raymond », ai-je dit, la voix tremblante. J'ai entendu parfaitement les mots de Sylvie. Elle a mentionné qu'elle allait se faire passer pour une victime, que tu la battais. Fils, je sais que tu n'es pas comme ça. J'ai essayé de garder mon sang-froid, mais je me sentais brûlé à l'intérieur. Je lui ai raconté en détail ce que j'avais entendu à l'aéroport. Chaque mot, chaque geste que Sylvie avait dit à cet homme, je voulais que Raymond comprenne que je n'inventais rien, que j'avais vu de mes propres yeux. Mais Raymond a froncé les sourcils, avec une expression clairement irritée. « Papa, tu soupçonnes ma femme.
a-t-il dit en élevant un peu la voix. Sylvie est une bonne personne. Elle est un amour. Elle prend toujours soin de moi et de Camille dans tous les sens. Elle n'est pas le genre de personne à inventer quelque chose d'aussi absurde. Es-tu sûr d'avoir bien entendu? Tu n'as pas mal interprété. J'ai senti comme si quelqu'un m'étouffait. Mon fils, le fils que j'ai aimé toute ma vie, était du côté d'une autre personne sans croire son propre père. Regarde-le attentivement, ai-je dit, presque suppliant. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à un collègue. Je ne veux pas que tu souffres, mais je ne peux pas laisser qu'elle te trompe. Je l'ai regardé dans les yeux, espérant voir une goutte de doute. Une petite hésitation, mais il n'a pas pris ma main, comme s'il voulait rejeter tout ce que je venais de lui dire. C'était probablement un malentendu, a-t-il répété avec une voix plus rude. Ne fais pas de ça un grand drame, papa. Je fais confiance à ma femme. Sylvie m'aime, et je sais qu'elle ne ferait rien pour blesser notre famille. Un nœud s'est formé dans ma gorge, et je n'ai pu dire plus rien. Je pensais que Raymond m'écouterait au moins, qu'il poserait des questions, qu'il voudrait savoir la vérité. Mais il a choisi de croire Sylvie. Il a choisi de la protéger plutôt que son père. Je suis resté là, le téléphone encore à la main, sentant comme si le monde s'effondrait sur moi. Raymond s'est levé, m'a tapoté doucement l'épaule et a adouci sa voix. « Je comprends que tu t'inquiètes pour moi, mais cette fois, tu exagères. J'ai des choses à faire, alors je pars. » Il m'a regardé, a forcé un sourire et s'est tourné pour sortir du café. Je suis resté seul, sous la lumière faible de l'endroit qui illuminait ma tasse de thé déjà froid. Mes mains tremblaient encore et le téléphone était sur la table comme un rappel de mon échec. J'espérais que cette conversation ouvrirait les yeux de Raymond et nous aiderait à affronter la vérité ensemble. Mais au lieu de ça, je n'ai eu que son déni. Et j'ai senti une distance invisible grandir entre mon fils et moi. Je me demandais depuis quand Raymond était devenu si aveugle, depuis quand Sylvie avait-elle assez de pouvoir pour faire que mon fils arrête de croire son propre père. 3 jours après la conversation au café, mon cœur était encore lourd comme une pierre. Raymond ne m'avait pas cru, et ça m'avait blessé plus que tout ce que j'avais vu à l'aéroport. Je savais que je ne pouvais pas forcer mon fils à voir la vérité s'il n'était pas prêt, mais je ne pouvais pas non plus rester les bras croisés. Sylvie, ma belle-fille, cachait quelque chose et j'ai décidé de découvrir seul. Je n'ai plus appelé Raymond. Je ne voulais pas le déranger plus. Au lieu de ça, après ça, j'ai commencé à observer en silence, attendant une opportunité pour mieux comprendre ce qui se passait. Raymond m'a dit que lui et sa femme étaient très occupés ces derniers temps. Alors, je me suis proposé pour aller chercher Camille, ma petite fille, à l'école primaire Saint-Mathieu. Tous les après-midi, je me tenais devant le portail de l'école, observant la foule d'enfants partir, et je ressentais un soulagement en voyant le sourire radieux de Camille. Cette petite fille de 4 ans était ma lumière, la raison pour laquelle j'essayais de garder mon calme au milieu de cette tempête. Un après-midi, j'ai emmené Camille dans une boulangerie près de l'école où ils vendent les crèmes brûlées qu'elle adore. Nous nous sommes assis dans un coin pendant que la lumière du soleil entrait par la vitre, illuminant les cheveux noirs et brillants de Camille. La petite a mangé et m'a raconté des choses sur l'école, avec sa voix claire et douce. Mais soudain, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé avec ses grands yeux ronds et a dit à voix basse « Papy ». Hier, j'ai vu un billet dans le sac de ma maman. Il disait que papa là-bas. Ces mots ont été comme un coup de poing à l'estomac. J'ai posé mon verre de jus sur la table, essayant de garder la voix la plus calme possible. Le plus calme possible, même si mon cœur battait à 1000. « As-tu vu autre chose, mon amour ?» ai-je demandé le plus doucement possible. La petite a acquiescé, tenant sa cuillère dans ses mains. Il y avait un dessin d'une main blessée. C'était très moche, papy. Mais papa n'a jamais battu maman. Papa ne fait que l'enlacer. Mon cœur s'est serré. Une petite fille de 4 ans, si innocente et pure, voyant des choses qu'elle ne devrait pas. J'ai pris la main de Camille et lui ai souri pour qu'elle ne s'effraie pas. Mais à l'intérieur, je me sentais dévasté. Un dessin d'une main blessée.
Ça devait être ce que Sylvie préparait pour poursuivre l'histoire que j'avais entendue sur un mari violent à l'aéroport. J'ai ramené Camille à la maison et en chemin, j'ai posé plus de questions en veillant à ne pas l'effrayer. « As-tu déjà vu ta maman sortir avec un homme que tu ne connais pas ?» ai-je demandé comme si je racontais une histoire. Camille a hésité puis a secoué la tête, mais après un moment, elle a dit à voix basse. Un jour, maman a dit qu'elle allait à une réunion de parents d'élèves, mais elle n'est pas venue à l'école. J'ai entendu la maîtresse dire qu'elle n'était pas arrivée. Je me suis arrêté, feignant de lasser ses chaussures, mais c'était vraiment pour cacher la vague d'émotions qui m'envahissait. Sylvie mentait non seulement à Raymond, mais aussi à sa propre fille. J'ai enlacé Camille et murmuré « Je t'aime beaucoup, ma petite fille ». Tout en retenant mes larmes, je ne voulais pas qu'elle voie son grand-père s'effondrer. Le lendemain matin, je suis allé tôt au marché et j'ai acheté un de ces petits carnets en cuir marron que j'ai toujours aimé. J'ai commencé à noter chaque détail étrange sur Sylvie, les mots qu'elle avait dits à l'aéroport, sa proximité avec cet homme, et maintenant l'histoire de Camille. J'ai écrit soigneusement, ligne par ligne, comme si je peignais un tableau où chaque coup de pinceau me rapprochait de la vérité. Mais je savais que ces morceaux épars n'étaient pas suffisants. J'avais besoin de plus de preuves, quelque chose de plus solide, non seulement pour me convaincre, mais pour que Raymond ne puisse pas nier. Je me suis souvenu de certains documents bancaires que Raymond m'avait demandé de garder quand lui et Sylvie traitaient le prêt pour leur maison. Heureusement, il n'avait pas changé le mot de passe de son compte en ligne. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, je me suis assis devant mon vieux ordinateur et j'ai respiré profondément avant de me connecter. J'ai vérifié l'historique des transactions et j'ai senti mon cœur s'arrêter quand j'ai vu plusieurs retraits importants. Chacun pour des dizaines de milliers d'euros. Ces mouvements n'avaient pas de description claire, ils disaient juste retrait ou virement. Raymond n'a jamais été un dépensier, et je sais qu'il a toujours été très prudent avec l'argent. Est-ce que Sylvie est derrière ça ? Que faisait-elle avec ces sommes? Un jour, j'ai décidé d'aller chez Raymond en lui apportant une baguette que Camille adore. J'ai dit à Sylvie que je voulais juste passer voir ma petite fille et aider un peu avec le ménage. Sylvie a souri comme toujours, mais son regard avait quelque chose de froid, comme si elle m'analysait pendant que Camille n'était même pas rentrée de l'école. J'ai faim de nettoyer la table de la salle à manger, et puis je suis entré furtivement dans leur chambre en haut d'une table de nuit. J'ai vu le carnet de Sylvie, celui qu'elle laissait toujours là. Je l'ai ouvert rapidement, les mains tremblantes, et j'ai pris des photos de quelques pages avec mon téléphone. Une ligne m'a arrêté net. Lundi, vendredi, 10h01. Retiré 15 000 heures. J'ai refermé le carnet rapidement. Je l'ai laissé exactement où il était et je suis sorti comme si de rien n'était. Quand je suis rentré chez moi, j'ai revérifié l'extrait de compte de Raymond. Ce vendredi-là, il y avait un retrait de 15 000 heures qui correspondait parfaitement à la note de Sylvie. Mon cœur battait fort. J'ai senti que je venais de trouver un joueur clé. Mais qui était LB, l'homme de l'aéroport ou quelqu'un d'autre? Je me suis assis dans ma petite chambre, regardant mon carnet en cuir, plein de doutes et de peur. Je savais que je ne pouvais pas continuer à me fier à des indices épars ou à l'histoire innocente de Camille. J'avais besoin d'un professionnel, quelqu'un qui pourrait suivre Sylvie, qui pourrait découvrir ce qu'elle faisait vraiment. La seule personne qui me venait à l'esprit était Monsieur Ramiro, un policier à la retraite, ami de mon défunte épouse. C'était la personne en qui mon épouse avait une confiance aveugle. Et maintenant, j'avais besoin de son astuce pour éclaircir ce mystère. Le lendemain matin, j'ai préparé une boîte de croissants, que Ramiro Hill les a toujours aimés, et j'ai pris un taxi pour son petit appartement à Trocadéro. Les rues de Paris étaient, comme toujours, pleines de vie, mais je n'y prêtais pas attention. Quand je suis arrivé, Ramiro m'a reçu avec son sourire habituel, mais son regard était affûté comme un rasoir, comme s'il savait déjà que ma visite n'était pas seulement pour le plaisir. Nous avons déjeuné ensemble, et j'ai essayé de raconter quelques histoires sur Camille pour détendre l'atmosphère.
Mais à la fin, je n'ai pas pu maintenir le mensonge. J'ai sorti des copies des extraits bancaires, les photos du carnet de Sylvie, et je lui ai raconté tout ce que j'avais vu à l'aéroport. Ramiro s'est assis là, avec une cigarette éteinte dans la main, m'écoutant avec le front plissé. Quand j'ai fini, il est resté silencieux longtemps, et enfin a parlé avec sa voix profonde. « D'accord, Jean. Je vais la surveiller pendant quelques jours, mais tu dois agir comme si de rien n'était. Tu as compris ? Si elle se doute de quelque chose, tout va se compliquer. » J'ai acquiescé, sentant un poids se lever de mes épaules, mais au fond, j'avais encore peur. Peur que la vérité que je cherchais détruise tout ce que j'aimais, j'ai regardé Ramiro, essayant de sourire. « Merci, Ramiro. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Il a juste acquiescé. Il a allumé la cigarette, et la fumée est montée comme les doutes qui m'entouraient. 3 jours plus tard, le téléphone a sonné pendant que je nettoyais la cuisine. La voix de Ramiro est venue de l'autre bout du fil, courte mais puissante. « Tu as le temps, demain matin. Je vais te montrer ce que ton épouse appelait la dure vérité. » Mon cœur battait fort, mais je n'ai pas posé plus de questions. J'ai juste répondu que je serais là. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé, regardant le plafond, essayant d'imaginer ce que Ramiro allait me montrer. Serait-ce la réponse que je cherchais, ou serait-ce un autre coup de poignard encore plus profond dans mon cœur déjà brisé? Le lendemain matin, je suis arrivé dans un petit café près du centre commercial Réforme 222, où Ramiro avait fixé le rendez-vous. L'endroit était petit, discret, avec de vieilles tables en bois et un arôme de café torréfié. Je suis arrivé tôt et me suis assis dans un coin tenant une tasse de thé pour cacher le tremblement de mes mains. Ramiro est arrivé peu après, portant une vieille veste et une casquette, comme s'il voulait passer inaperçu. Il s'est assis sans rien dire. Il m'a juste fait signe de regarder au loin, dans un coin du café, derrière un grand vase de fleurs. J'ai vu Sylvie. Elle portait des lunettes de soleil, une élégante robe bleue et les cheveux attachés. En face d'elle se trouvait l'homme de l'aéroport avec le même costume gris et une Rolex brillante. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Je voulais me lever, aller la confronter sur place, mais Ramiro a posé la main sur mon épaule et a secoué la tête. « Du calme, Jean. » Il parlait à voix basse, mais la tension était palpable. J'ai vu Sylvie froncer les sourcils, les mains agrippant le bord de la table. Puis elle a ouvert son sac, en a sorti une épaisse enveloppe et l'a tendue à l'homme. Il a regardé rapidement, a acquiescé et l'a mise dans sa mallette en cuir. Ramiro, avec sa vue de faucon, a discrètement levé un petit appareil photo et a pris des photos de toute la scène. Je suis resté là, respirant lourdement, sentant mon sang bouillir. De l'argent. Encore, de l'argent. Je savais que cette enveloppe contenait probablement l'argent de mon fils, l'argent que Raymond avait travaillé jusqu'à la mort pour gagner. Ramiro m'a fait signe de le suivre dans la rue. Nous avons marché en gardant la distance et avons vu Sylvie et l'homme se diriger vers le parking. Ils se sont séparés. Sylvie est montée dans un taxi et l'homme dans une vieille Toyota Corolla. J'ai noté que la voiture avait plusieurs contraventions de stationnement collées sur le pare-brise, comme un signe de sa négligence. Ramiro a noté la plaque d'immatriculation et s'est tourné vers moi avec une voix grave. Le nom de ce type est Beltrán. Il est impliqué dans des jeux d'argent et des fraudes. Quand j'étais à la police, je l'ai enquêté. Ce n'est pas net, Jean. Nous sommes retournés au café et Ramiro a sorti une imprimante portable et a imprimé. J'ai vu immédiatement une des photos de Sylvie tendant l'enveloppe. Quand la photo est arrivée dans mes mains, je les ai sentis trembler. L'image était claire, irréfutable. Sylvie, avec un sourire forcé, donnant de l'argent à Beltrán. J'ai regardé la photo avec une immense douleur. Ce n'était plus un soupçon, c'était la preuve vivante que Sylvie faisait quelque chose d'obscur et que mon fils Raymond était utilisé par elle. Je voulais pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Au lieu de ça, j'ai senti une rage croissante mélangée à la douleur de la trahison. Ramiro m'a tapoté l'épaule. Sa voix était douce, mais ferme. « Tu veux la confronter ou tu préfères que je continue à observer ?» Je l'ai regardé
et puis la photo dans ma main. Pendant un moment, je m'imaginais face à Sylvie avec cette photo en main, lui demandant directement « Tu oses encore me regarder dans les yeux ?» Ramiro a acquiescé comme s'il connaissait déjà ma réponse. J'ai mis la photo dans une enveloppe et l'ai rangée soigneusement dans mon sac, dans ma tête. Un plan commençait à prendre forme. Après la surveillance avec Ramiro, je savais que je ne pouvais plus attendre. La photo de Sylvie tendant l'enveloppe à Beltrán était une bombe à retardement dans mes mains, et j'ai décidé de la confronter. J'ai choisi le café El Ocaso, dans le quartier de la Roma. Un endroit petit et tranquille où Sylvie ne connaissait personne et serait difficilement préparée. Je voulais que la rencontre soit sur mon territoire, où je pouvais avoir le contrôle. Assis dans ma petite maison dans le quartier de la Vallée, j'ai pris le téléphone et respiré profondément avant d'appeler Sylvie. Ma voix sonnait calme, comme si c'était juste un appel de plus. « Je veux te voir, nous devons parler de quelque chose en privé. » Au téléphone, j'ai perçu une légère hésitation dans sa voix, mais à la fin, Sylvie a accepté, m'invitant à la rencontrer l'après-midi suivant. « Bien sûr, beau-père, je serai là », a-t-elle dit d'une voix douce qui trahissait cependant sa méfiance. Je suis arrivé tôt au El Ocaso et j'ai choisi une table dans un coin où la lumière faible des lampes suspendues rendait l'atmosphère plus intime. Devant moi, un cappuccino fumant, mais à l'intérieur, je me sentais glacé. L'enveloppe contenant les photos de Sylvie et Beltrán était sur la table comme une déclaration silencieuse de guerre. J'ai regardé par la fenêtre. Le va-et-vient des gens dans la Roma était comme une peinture en mouvement. Mais mon esprit n'était pas là. Je ne pensais qu'à une chose. Aujourd'hui, je regarderai Sylvie dans les yeux et la forcerai à affronter la vérité. Sylvie est arrivée à l'heure, comme toujours. Elle portait un chemisier blanc et les cheveux attachés en un chignon impeccable et des lunettes de soleil qui couvraient la moitié de son visage. Elle a enlevé les lunettes, m'a donné son sourire habituel, mais j'ai noté que son regard était froid et calculateur. « Pourquoi m'avez-vous appelé beau-père » a-t-elle demandé avec une gentillesse mêlée de prudence. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai simplement glissé l'enveloppe vers elle en silence. « Ouvre-la » ai-je dit d'une voix grave et sans émotion. Sylvie a regardé l'enveloppe, puis moi, comme si elle essayait de deviner mes intentions. Elle l'a ouverte, a sorti les photos, et en quelques secondes, son visage a changé. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte, mais elle n'a pas dit un seul mot. J'ai posé les mains sur la table, essayant de garder mon calme. Cet argent est celui de mon fils. Et qui est l'homme sur la photo ? J'imagine que tu le sais mieux que moi. Je l'ai regardé, attendant une explication, une réaction, n'importe quoi. Mais au lieu de sembler nerveuse, Sylvie a haussé un sourcil et ses lèvres se sont courbées en un sourire moqueur. « Vous me menacez ?» a-t-elle demandé sur un ton défiant. Je n'ai pas détourné le regard et ma voix s'est durcie. Je ne te donnerai pas de chance. Si tu penses pouvoir tout cacher pour toujours, tu me sous-estimes. Mes mots ont été comme un coup de poignard. Et cette fois, j'ai vu Sylvie hésiter. Un éclair de panique a traversé ses yeux, mais elle s'est vite reprise. Elle a rangé les photos dans son sac et a ri sèchement. Je ne vous imaginais pas vous abaisser à m'espionner. Quelle déception! J'ai senti le sang me monter à la tête, mais je me suis retenu et ai répondu froidement. La même déception que j'ai ressentie quand j'ai découvert que tu as vendu ta dignité pour trahir mon fils et entretenir un amant du jeu. Sylvie a serré la hanche de son sac. Ses lèvres tremblaient, mais elle a gardé le ton. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Elle s'est levée, m'a tourné le dos et est partie, me laissant seul avec mon cappuccino. Il était déjà froid. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai rien dit de plus. Je suis resté là. J'ai commandé un autre café et l'ai bu lentement, essayant de garder mon calme. Mais au fond, je savais que Sylvie ne resterait pas les bras croisés. Je l'avais acculée, et quelqu'un comme elle ne me pardonnerait pas ça. 3 jours plus tard, comme je l'avais prévu, Sylvie a contre-attaqué.
Un matin, pendant que je prenais le petit déjeuner avec Camille, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des messages d'amis, de voisins et même de personnes avec qui je parlais à peine. Ils arrivaient sans cesse. Jean, est-ce vrai ce qu'on dit? Raymond a vraiment fait ça? J'ai ouvert les réseaux sociaux et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Une vidéo viralisait. Sylvie pleurait inconsolablement, les bras couverts d'hématomes, et elle disait d'une voix tremblante. J'étais restée silencieuse par respect pour ma fille, mais ce jour-là, il m'a giflé devant elle. Elle parlait de mon fils Raymond comme s'il était un monstre, un tueur à gages. Les journaux en ligne locaux ont vite relayé l'histoire. Un entrepreneur en construction accusé de violence par sa femme. Preuve claire en vidéo. Je suis resté assis là avec le téléphone, les mains tremblantes, sentant comme si le monde s'effondrait autour de moi. Les voisins murmuraient. Les collègues de Raymond étaient perplexes. Et le pire, j'ai appris que l'entreprise avait suspendu Raymond du grand projet qu'il dirigeait. J'ai pensé à Camille, à comment ses camarades d'école l'évitaient à cause des mensonges de sa mère. Mon cœur me faisait mal. Non seulement pour Sylvie, mais parce que je ne m'attendais pas à un coup si bas. Je l'avais poussée et maintenant, elle se vengeait en détruisant l'honneur de mon fils. Je suis accouru chez Raymond. Quand je suis entré, Sylvie n'était pas seule. Raymond était assis dans le salon, la tête entre les mains. Son téléphone sonnait sans arrêt, mais il ne répondait pas. J'ai regardé mon fils, le cœur serré. Ses yeux étaient rouges, son visage abattu, comme si le monde entier lui avait tourné le dos. Papa a levé les yeux, la voix embuée. Tu avais raison. J'avais tort. Vraiment. Je ne savais pas qui elle était vraiment. Ces mots ont été comme un coup de poignard, mais aussi un rayon de lumière. Pour la première fois, Raymond acceptait la vérité. Il admettait qu'il était aveugle. Je me suis assis à côté de lui, sans le réprimander, sans rien lui reprocher. J'ai juste posé la main sur son épaule et ai parlé d'une voix douce, mais ferme. Maintenant que tu es réveillé, il est temps de lutter, fils. Je ne laisserai pas qu'elle détruise notre famille. Raymond m'a regardé avec les yeux encore rouges, mais j'ai vu en eux une étincelle de détermination, comme un petit feu commençant à brûler. Je savais que le chemin devant serait encore plus dur, que Sylvie n'abandonnerait pas facilement. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Raymond était à mes côtés, et bien que mon cœur me fasse encore mal, je savais que j'avais la force pour avancer. Le lendemain matin, j'étais devant l'école primaire Saint-Mathieu attendant Camille, comme tous les jours. Mais aujourd'hui, mon cœur était plus lourd que jamais. La vidéo de Sylvie s'était répandue partout, transformant Raymond en un abuseur aux yeux du monde. Et je savais que ça affectait aussi Camille. Quand la petite est sortie, j'ai remarqué immédiatement son regard vide. Son sourire habituel avait disparu. Elle traînait son petit sac à dos, marchant lentement, comme si elle portait une charge invisible. J'ai pris sa main et ai souri. J'ai fait une soupe au poulet pour toi aujourd'hui. Ta préférée. Camille a acquiescé, mais ses yeux étaient encore tristes, comme si son petit monde s'effondrait. Quand je suis arrivé dans ma petite maison dans le quartier de la Vallée, je suis allé à la cuisine et ai fait la soupe au poulet de mes propres mains que Camille me demandait toujours quand elle était avec moi. L'arôme de la soupe mélangé au coriandre frais remplissait la cuisine de chaleur, mais mon âme restait froide. J'ai servi une assiette à Camille. Je me suis assis en face d'elle et ai essayé de détendre l'atmosphère en racontant des histoires de ma jeunesse, de quand ton grand-mère et moi faisions des croissants ensemble. Mais Camille a à peine pris quelques cuillerées. Elle a posé la cuillère et m'a regardé avec ses grands yeux ronds, murmurant « Papy, je n'ai jamais vu mon papa battre ma maman. Mais à l'école, tout le monde dit que mon papa est méchant. » Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mon cœur. Je me suis levé et contourné la table et ai enlacé Camille, caressant ses cheveux doux. « Il suffit que tu saches comment est ton papa, » ai-je dit d'une voix douce mais ferme. « Je m'occupe du reste. Je ne laisserai personne blesser ton papa ou toi. » Camille a acquiescé, se blottissant contre moi, et j'ai senti son petit corps trembler. Je voulais pleurer,
Mais je me suis retenu parce que je savais que je devais être fort, non seulement pour moi, mais pour Camille et Raymond. Un moment plus tard, quand la soupe avait refroidi, Camille a soudain levé les yeux et dit de sa voix basse « Papy, j'ai entendu ma maman parler avec l'avocat. Elle a dit « Prêt ». J'ai pleuré, comme si je pleurais. Demain, je t'envoie la version éditée pour que tu la publies en ligne. Je suis resté figé. La cuillère est tombée de ma main et a heurté la table avec un bruit sourd. J'ai regardé Camille, essayant de garder mon calme. « Es-tu sûr, mon amour ?» La petite a acquiescé, les yeux brillants au bord des larmes. Elle a aussi dit que papa ne pourrait rien prouver. Je ne comprends rien. Mes parents se disputent. Papy. Je me suis senti comme si je me noyais. Une petite fille de 4 ans, si innocente et pure, devant entendre ces mots de sa propre mère. J'ai enlacé Camille plus fort et murmuré « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Papy va tout arranger. Ne t'inquiète pas. » Ce soir-là, quand Camille dormait déjà profondément dans le petit lit du salon, je me suis assis, seul dans la cuisine, sous la faible lumière jaune qui illuminait mon carnet en cuir. Les mots de Camille résonnaient dans ma tête comme la dernière pièce du puzzle que je montais soudain. De vieux souvenirs sont remontés, de petits détails que j'avais ignorés, me disant que je pensais trop. Je me souviens d'une fois où je suis entré par surprise dans la cuisine de Raymond, et Sylvie a sursauté, a rangé son téléphone et a effacé un message à la hâte. Je lui ai demandé, et elle a souri nerveusement. Une vieille amie qui me harcèle. Je ne veux pas que Raymond voie. J'ai acquiescé distraitement, mais maintenant ce souvenir était comme un coup de poignard. Puis, je me suis rappelé l'anniversaire de Camille, l'année dernière, où nous rions tous et fêtions. Sylvie regardait son téléphone, et puis est allée sur le balcon pour parler presque 1 heure. Quand j'ai demandé, elle a juste dit des choses de travail. Je l'ai cru parce que je voulais croire que ma belle-fille était une bonne personne. Et je me suis aussi rappelé quand ma voisine, Madame Mathilde, m'a dit avec inquiétude qu'elle avait vu Sylvie dans le quartier de la Zone Rose avec un homme plus âgé, main dans la main. Je l'ai balayé. Impossible. Elle a dû confondre la personne, mais maintenant toutes ces pièces s'emboîtaient parfaitement, formant un portrait complet de la tromperie de Sylvie. J'ai ouvert mon carnet et d'une main tremblante ai commencé une nouvelle page. Camille confirme la conversation de Sylvie avec son avocat. Preuve verbale directe sur la vidéo fausse. J'ai noté chaque détail, chaque mot que Camille m'avait dit, comme si noter tout ça m'aidait à garder les pieds sur terre. Je savais que j'affrontais non seulement une trahison, mais un plan minutieusement calculé pour détruire mon fils. Sylvie n'avait pas seulement trahi Raymond, elle avait utilisé Camille, sa propre fille, comme outil dans son jeu sale. Cette pensée me donnait envie de crier, de courir chez Sylvie et de la confronter sur place. Mais je savais que je devais garder mon calme, que je devais agir de la bonne façon. Je me suis levé et pris mon manteau et ai appelé Gaël Torres, l'ancien avocat de mon épouse. Gaël était un homme astucieux qui avait aidé mon épouse à résoudre beaucoup de problèmes légaux avant sa mort. Je savais que seul lui avait l'expérience pour gérer cette situation. Quand Gaël a répondu, sa voix sonnait calme comme toujours. « Jean, quel miracle! Qu'est-ce qui se passe, m'appelant si tard ?» J'ai respiré profondément, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. « Gaël, je dois te voir. J'ai un très gros problème et je pense que seul toi peux m'aider. » Il est resté silencieux un moment, puis a répondu « Bien sûr, viens à mon bureau demain et apporte tout ce que tu as. » Le lendemain matin, je suis sorti de ma petite maison dans le quartier de la Vallée avec un dossier épais sous le bras et le cœur lourd. J'ai pris un taxi jusqu'au bureau de Gaël Torres, dans le quartier de Naples. Un vieux bâtiment avec des murs usés et un escalier en bois qui grinçait à chaque marche. Le bureau de Gaël était au 4e étage. C'était petit mais ordonné, avec une petite réception et des étagères pleines de dossiers. Je me suis assis sur une vieille chaise en cuir, sentant que j'étais sur le point d'entrer dans une bataille que je n'étais pas sûr de gagner. Mais je n'avais pas le choix. Pour Raymond, pour Camille, je devais continuer. Gaël Torres,
un homme maigre aux cheveux gris et aux lunettes rondes, m'a salué d'une poignée de main chaleureuse, mais son regard était perçant. C'était l'ancien avocat de mon épouse, celui qui nous avait aidés à gagner un litige compliqué sur des terres il y a plus de 10 ans. J'ai posé le dossier sur son bureau et, les mains tremblantes, l'ai ouvert. Dedans, il y avait tout ce que j'avais collecté. Les photos de Sylvie donnant de l'argent à Beltrane, la transcription détaillée du compte de Camille et l'historique des retraits qui correspondaient aux notes de Sylvie et à l'extrait de compte de Raymond. J'ai regardé Gaël et ai dit d'une voix rauque, « C'est tout ce que j'ai, Gaël. J'ai besoin que tu m'aides à prouver que Sylvie ment. » Gaël a regardé chaque page, chaque photo avec un visage sérieux, a ajusté ses lunettes et m'a regardé. Monsieur John, c'est une bonne base, mais c'est encore une preuve circonstancielle. Un juge, surtout dans les cas de violence domestique, a besoin de quelque chose d'irréfutable. J'ai senti mon cœur couler, comme si tous mes efforts n'étaient pas suffisants. Et alors, ai-je demandé presque désespéré. Gaël a tambouriné des doigts sur la table et a répondu aux rapports médicaux. Si nous prouvons qu'elle a simulé les blessures, tout son dossier s'effondre. Ces mots ont été un rayon de lumière, mais aussi un nouveau défi. J'ai acquiescé, essayant de garder mon calme. Et maintenant, que faisons-nous? Gaël m'a rappelé dans 3 jours, disant qu'il contacterait une spécialiste médico-légale, Dr Marina Cordero, qui avait travaillé au service médico-légal de la capitale et était son ancienne collaboratrice. Marina sait comment trouver la vérité dans les dossiers les plus embrouillés, a dit Gaël confiant. Je suis sorti du bureau et ai descendu les escaliers, sentant un mélange de force et d'inquiétude. Je ne savais pas si Marina pouvait nous aider, mais je devais faire confiance. Chez moi, je me suis arrêté à un coin de rue et sorti mon carnet en cuir et ai écrit une liste détaillée des jours où Sylvie avait été absente de la maison. Les fois où elle disait aller chez le médecin ou à une réunion. Je voulais m'assurer que Marina avait toutes les informations nécessaires. Ce soir-là, j'ai dîné avec Raymond et Camille chez moi. J'ai fait du coq au vin, notre plat préféré. Camille s'est assise à côté de moi en parlant de l'école, mais j'ai noté que ses yeux reflétaient encore une ombre de tristesse. Raymond était plus silencieux que d'habitude, ses yeux encore rouges du stress des derniers jours. Après que Camille soit allée jouer dans le salon, je suis resté avec Raymond et lui ai raconté ma rencontre avec Gaël et le plan avec Marina. J'ai déjà engagé un avocat, ai-je dit à voix basse. Nous allons arranger ça, fils. Raymond a acquiescé légèrement et m'a regardé avec regret. Je ne comprends pas comment je n'ai pas vu avant, mais maintenant, ce que tu diras, papa, je le ferai. Les mots de Raymond m'ont réconforté, mais aussi blessé. J'ai pris sa main et ai parlé avec fermeté. J'ai juste besoin que tu sois fort et ne contacte pas Sylvie pour rien. Compris? Elle est déjà partie de la maison. Nous n'avons pas de raison de contacter une traîtresse. Raymond a acquiescé avec un regard déterminé. Même en sachant qu'il était encore un chaos à l'intérieur, j'ai regardé mon fils et ai pensé à quand il était enfant et je l'enlaçais chaque fois qu'il tombait. Maintenant, je ne pouvais pas soulager sa douleur, mais je ferais tout pour le protéger. Le lendemain, Gaël et moi avons rencontré Marina Cordero dans un petit laboratoire à l'intérieur d'un ancien complexe médical de la ville. Marina était une femme de 40 ans, aux cheveux courts, un manteau blanc impeccable, un regard perçant mais une voix douce. Elle a reçu tout le dossier que le côté de Sylvie avait présenté au tribunal, y compris les rapports médicaux des blessures qu'elle prétendait que Raymond lui avait causées. Marina a examiné chaque page, en prenant des notes rapides dans un carnet, et puis a levé les yeux et m'a demandé « Avez-vous plus d'informations sur les jours où elle est allée à l'hôpital ?» Je lui ai tendu la liste que j'avais écrite avec la photo de Sylvie et Beltrane à l'aéroport. Marina l'a examinée attentivement et a pointé un détail dans le dossier. Elle a joint une photo avec un bandage à la main droite, mais sur cette photo de l'aéroport, c'est la main gauche qui est bandée. Mon cœur s'est emballé, un petit détail, mais c'était comme une fissure dans le mur de mensonges de Sylvie. Marina a continué
Je vais vérifier les métadonnées de ces photos et demander les registres d'admission de l'hôpital Sainte-Rose où elle prétend avoir été traitée. S'il y a une incohérence dans la signature du médecin ou dans les horaires programmés, nous aurons la preuve. Elle a promis des résultats préliminaires dans 2 jours et j'ai senti une étincelle d'espoir. Je l'ai regardée, contenant l'émotion. Merci, docteur. Je veux juste que la vérité éclate, pour mon fils et ma petite-fille. 2 jours se sont écoulés depuis la rencontre avec Marina, et chaque seconde a été un test pour ma patience. J'étais dans ma petite maison, dans le quartier de la Vallée, avec une tasse de café froid dans les mains, regardant mon carnet en cuir, où j'avais documenté chaque détail des mensonges de Sylvie. Quand le téléphone a sonné, j'ai sursauté et ai presque renversé la tasse. C'était Gaël. Sa voix était grave, mais déterminée. « Monsieur Jean, Marina a les résultats. Venez à son laboratoire demain, s'il vous plaît. » J'ai acquiescé, même s'il ne pouvait pas me voir, et j'ai répondu « J'y serai. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté au lit à penser à Raymond, Camille et tout ce qui allait venir. Je savais que cette rencontre pouvait être décisive, mais j'avais aussi peur. Peur que la vérité ne suffise pas à vaincre les mensonges de Sylvie. Le lendemain matin, je suis arrivé au laboratoire de Marina, dans l'ancien complexe médical qui conservait encore cette odeur de désinfectant si typique des hôpitaux. Le bureau de Marina était petit et ordonné, avec un tableau blanc dans un coin, plein de diagrammes, flèches et notes. Gaël était déjà là, assis dans un coin, avec un verre de café. Avec son regard perçant de toujours, Marina était debout devant le tableau, son manteau blanc impeccable et ses cheveux courts. Elle a commencé à présenter. Sa voix était calme, mais ferme. J'ai analysé attentivement les dossiers médicaux envoyés par le côté de Sylvie et j'ai trouvé plusieurs problèmes sérieux. Elle a pointé une photo sur le tableau, l'image de Sylvie avec le bras bandé, supposément une blessure causée par Raymond. D'abord, les métadonnées de cette photo indiquent qu'elle a été prise à 09h12 en plein jour, mais le rapport médical dit qu'elle est allée aux urgences à 22h45. Clairement, quelque chose cloche. J'ai senti mon cœur s'emballer, comme si nous avions trouvé une grande faille. Marina a continué. Deuxièmement, j'ai contacté l'hôpital Sainte-Rose. Les caméras de sécurité n'ont pas enregistré l'entrée de Sylvie au service des traumas ce jour-là, selon les registres. Elle a fait une pause, m'a regardé et a ajouté « Et le plus important, le médecin qui signe le rapport. » Le docteur Ruiz a pris sa retraite 6 mois avant la date indiquée sur le document. Je suis resté assis là, agrippé aux accoudoirs de la chaise, essayant de contenir mon excitation. Chaque mot que disait Marina était un marteau qui détruisait le mur de mensonges de Sylvie. Elle a pointé une autre analyse sur le tableau. L'hématome sur la photo n'a pas été causé par un impact direct, comme un coup. Ça ressemble plus à une pression prolongée ou un frottement constant, le type de blessure qu'on voit souvent chez les personnes qui se l'infligent elles-mêmes. Marina m'a regardé directement et a baissé la voix. C'est une preuve claire de documents médicaux falsifiés. Gaël a acquiescé, et pour la première fois, je l'ai vu sourire, même si de côté. « Ça suffit », a-t-il dit, confiant. Je présenterai cette analyse au juge immédiatement et je demanderai la réouverture de l'enquête. J'ai regardé Gaël puis Marina, sentant comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. Mais en même temps, j'ai senti un feu brûler en moi. Pas de colère, mais de détermination. J'étais allé trop loin pour m'arrêter, et maintenant la vérité était de mon côté. En sortant du laboratoire, Marina m'a arrêté et a murmuré « Monsieur Jean, merci de ne pas vous être tu. » Beaucoup de pères préfèrent reculer, mais pas vous. Ces mots m'ont touché. J'ai serré sa main doucement, retenant mes larmes. Je ne fais pas ça juste pour moi. Je le fais pour mon fils et ma petite-fille. Marina a acquiescé avec un regard plein d'empathie, et je savais qu'elle comprenait ce que je traversais. En route vers le bureau de Gaël, nous avons commencé à préparer le dossier. Gaël a appelé le greffier du tribunal pour fixer un rendez-vous pour présenter les nouvelles preuves dans son petit bureau. Gaël et moi, nous sommes assis face à face, imprimant chaque page de l'analyse de Marina.
revoyant chaque détail pour s'assurer que notre présentation était solide et parfaite. Gaël a même contacté un éditeur vidéo professionnel qui nous aiderait à créer un montage avec toutes les images et preuves pour montrer au tribunal. Nous devons tout rendre clair pour que le juge n'ait pas le moindre doute, a dit Gaël, le regard plein de détermination. Quand je suis rentré chez moi, j'ai appelé Raymond. Quand il est entré, j'ai vu que son visage était encore émacié, mais son regard n'était pas si sombre. Je lui ai raconté tout ce que Marina avait découvert. Ma voix tremblait d'émotion. « Prépare-toi, fils. La prochaine audience sera où toi et moi récupérerons notre honneur. » Raymond n'a rien dit. Il s'est juste approché de moi et a serré ma main fermement. Ce geste disait tout, son regret, sa confiance et sa détermination. J'ai regardé mon fils avec le cœur attendri, mais douloureux. Je savais que cette bataille n'était pas seulement pour prouver la vérité, mais aussi pour guérir les blessures que Sylvie avait causées. Ce soir-là, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. 60 ans. Rides, taches et yeux qui avaient déjà vu beaucoup de douleur. Mais j'ai aussi vu un homme qui n'abandonnait pas. Je me suis dit, la prochaine fois que j'irai au tribunal, je veux être différent. Le lendemain matin, je suis allé au salon de coiffure du coin. J'ai demandé de couper les cheveux, qui étaient presque gris, et de les teindre en noir. Pour la première fois en 20 ans, quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu un nouveau Jean. Pas seulement un père, mais un guerrier. J'ai souri, sentant que j'avais récupéré un peu de ma force perdue. Une semaine après la rencontre avec Marina, j'étais devant le tribunal civil numéro 5 de la mairie de Cuauhtémoc, le cœur lourd, mais plein de détermination. Ce jour-là, il bruissait et les gouttes tombaient sur le manteau gris foncé que j'avais choisi. Ses cheveux étaient attachés en un chignon. Mes nouveaux cheveux noirs étaient un rappel que je n'étais plus le père qui savait seulement souffrir en silence. Raymond était à mes côtés, portant un costume gris et une cravate rouge foncée. La couleur que mon épouse choisissait habituellement quand elle allait au tribunal. J'ai regardé mon fils et ai vu que son regard était ferme, mais aussi anxieux. J'ai pris sa main et l'ai serrée doucement. « Aujourd'hui est notre jour, fils. » Il a acquiescé sans rien dire, mais la façon dont il m'a serré en retour disait tout. Nous sommes entrés au tribunal. L'atmosphère était froide et solennelle. Il y avait plus de gens que je ne m'y attendais, des visages inconnus. Quelques amis de Sylvie et 2 personnes qui se présentaient comme témoins. Assise du côté opposé, Sylvie est entrée portant une robe beige claire et un foulard en soie. Une main encore bandée et boitant légèrement, comme si elle voulait souligner son rôle de victime. Je l'ai regardée sans colère, juste avec une profonde tristesse. Beltrane est entré derrière elle avec une vieille mallette en cuir et une expression sérieuse. Mais je pouvais voir la tension dans ses yeux. Je me suis assis au dernier rang à côté de Ramiro, qui m'aidait silencieusement depuis le début. Il m'a tapoté l'épaule et a murmuré « Du calme, Jean ». Aujourd'hui, la vérité sera dite par la juge Roberta Salgado, une femme de plus de 50 ans. Elle est entrée avec un air sévère, a frappé le marteau et l'audience a commencé. Le côté de Sylvie a présenté Beltrane comme son avocat. Il s'est levé et d'une voix profonde et émue a accusé Raymond d'être un homme colérique, violent, qui avait menacé la vie de sa femme et de sa fille et caché sa violence pendant des années. Chaque mot était un coup de poignard. Mais je suis resté calme, agrippé au bord de la chaise. Sylvie s'est levée, essuyant des larmes avec un mouchoir et a dit d'une voix tremblante. Elle ne voulait pas exposer son linge sale en public, mais pour ma fille, je ne peux pas me taire. Sa performance était parfaite, tant j'ai vu quelques personnes dans la salle hocher la tête. Mais je savais que c'était toute une mise en scène. Gaël, à mes côtés, prenait des notes calmement, sans interrompre. Il a attendu son tour et puis s'est levé, connectant son ordinateur portable à l'écran géant dans la salle. Sa voix était calme mais tranchante. « Madame la juge, nous avons des preuves qui démontrent que les accusations de la plaignante sont fausses.
Et il a commencé à expliquer étape par étape chaque pièce que nous avions minutieusement assemblée. D'abord, la vidéo des photos de Ramiro montrant Sylvie tendant de l'argent à Beltrán. Puis, les extraits bancaires qui correspondaient exactement au retrait noté dans le carnet de Sylvie. Ensuite, l'analyse forensique de Marina, la photo de la blessure ne correspondait pas à l'heure. L'hôpital Sainte-Rose n'a pas de trace de la visite. Et le médecin qui a signé le rapport a pris sa retraite il y a des mois. Enfin, Gaël a souligné que les caméras de sécurité de l'hôpital n'ont pas montré Sylvie le jour où elle a témoigné. La salle a commencé à s'agiter. J'ai entendu des murmures, vu des regards échangés entre les présents. Quelques amis de Sylvie semblaient nerveux et parlaient à voix basse. Mais Gaël n'avait pas fini. Il a demandé à appeler Camille comme témoin. Quand ma petite fille est montée sur l'estrade, j'ai senti mon cœur se serrer. Camille, si petite dans la robe bleue que j'avais choisie pour elle. Debout devant tous ces gens, sa voix a sonné claire et ferme. Mon papa n'a jamais battu ma maman. Ma maman a dit qu'elle allait pleurer au tribunal pour que papa soit chassé de la maison. Je l'ai entendu dire ça à l'avocat au téléphone. Les mots de Camille étaient comme un vent glacial qui a fait taire la salle. Je l'ai regardé, sentant de la fierté et de la douleur, parce qu'une petite fille de 4 ans devait être là à défendre son père. Sylvie a sauté avec un cri strident. Les enfants ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne peuvent pas être témoins. Elle invente, mais la juge Roberta a ordonné l'ordre d'un regard glacial. Gaël a continué calmement et a présenté la preuve finale. La vidéo que j'avais enregistrée à l'aéroport, la scène de Sylvie et Beltrán, si proches. Elle ajuste le col de sa chemise, murmure à son oreille et rit. La salle est devenue silencieuse comme une tombe. Le visage de Sylvie est devenu pâle comme un linge. Ses mains tremblaient et Beltrán a baissé la tête, n'osant regarder personne. Je suis resté là, sentant comme si le monde s'était arrêté, chaque battement de mon cœur sonnant plus fort que jamais. La juge Roberta a regardé autour de la salle du tribunal, est restée silencieuse quelques secondes, et puis a frappé le marteau. Sa voix a sonné claire et définitive. Le tribunal conclut que les preuves de la plaignante ont été fabriquées avec des preuves de collusion et de falsification de documents. Le dossier est transmis au ministère public pour enquête criminelle. Le son du marteau était comme la note finale d'une symphonie et a résonné dans ma tête. Sylvie s'est effondrée, tombant sur la chaise pendant qu'une de ses amies accourait pour l'enlacer. Elle pleurait, mais je savais que ce n'étaient pas des larmes de victime, mais de quelqu'un qui avait été démasqué. Je suis resté là, sans célébrer, sans me sentir victorieux, juste à regarder la lumière qui entrait par la fenêtre du tribunal, si brillante comme si elle marquait un nouveau début dans ma vie. Des jours après le jugement, j'étais assis dans ma petite maison dans le quartier de la Vallée, enlaçant une tasse de café chaud, écoutant les moineaux chanter dans le jardin. La nouvelle du dossier s'était répandue partout, des réseaux sociaux aux journaux locaux. Épouse invente violence domestique. Examens forensiques et caméras de sécurité la démasquent. Le titre disait « J'ai lu quelques commentaires en ligne et ai senti un mélange de soulagement et d'épuisement. Sylvie et Beltrán ont été placés en garde à vue pour enquête sur fraude, falsification de documents et diffamation. La justice avait été faite, mais je ne me sentais pas triomphant. Au lieu de ça, je ressentais juste une profonde tristesse pour la famille que je croyais parfaite et qui n'était plus que des morceaux brisés. J'ai décidé d'aller chercher Camille à l'école, comme d'habitude. Ce jour-là, le ciel à Paris était clair et le soleil brillait fort au-dessus des arbres. Quand Camille est sortie par le portail, j'ai vu le sourire revenir sur son visage. Elle a couru vers moi et m'a enlacé fort, criant de joie. « Papy, mes amis croient mon papa maintenant. » Personne ne dit plus qu'il est méchant. Ces mots étaient comme une brise fraîche qui apaisait mon cœur. J'ai caressé sa tête et souri. « C'est super, mon amour. Maintenant, rentrons manger une mousse au chocolat. » Camille a acquiescé en hochant la tête et a tiré ma main, comme si toute la tristesse avait disparu. Mais je savais que les blessures que Sylvie avait laissées prendraient du temps à cicatriser, non seulement pour Camille,
mais aussi pour Raymond. Je suis resté chez Raymond quelques jours. Je voulais être proche pour aider mon fils et ma petite fille à surmonter ces moments difficiles. J'ai nettoyé la cuisine, dépoussiéré les étagères, organisé les vêtements de Camille et raccroché l'ancienne photo de famille dans le salon, celle que Sylvie rangeait dans un tiroir. Sur la photo, Raymond enlaçait Camille et je suis à côté, souriant. Sylvie y apparaît aussi, mais maintenant, mon regard se focalise seulement sur les personnes que j'aime. Je me suis tenu devant la photo et touché doucement la vitre et ai pensé en moi-même. Nous avons surmonté ça et nous avancerons. Un matin, pendant que j'étais assis à la table de la salle à manger, Raymond est entré avec une tasse de café fumant. Il l'a posée devant moi, s'est assis et a silencieusement sorti de sa poche un vieux mouchoir, le même que mon épouse, sa mère, gardait avec elle pendant ces dernières années. « Tu es incroyable, papa », a dit Raymond, la voix grave mais pleine d'émotion. « Grâce à toi, notre famille ne s'est pas effondrée. J'ai regardé mon fils. J'ai vu ses yeux rouges, non de douleur, mais de gratitude. J'ai pris sa main et ai dit doucement. J'ai juste fait ce qu'un père doit faire. Toi et Camille êtes tout pour moi. » Le lendemain, j'ai décidé de rentrer chez moi. Avant que je parte, Raymond et Camille sont venus dire au revoir avec un bouquet de tulipes violettes. Mes fleurs préférées depuis que j'étais jeune, pour l'homme le plus fort que je connais, a dit Raymond en me tendant le bouquet. J'ai souri et accepté, sentant une chaleur au cœur. Nous nous sommes assis dans le jardin, à l'ombre d'un arbre, et avons partagé un petit gâteau chaud que j'avais fait ce matin-là. Camille a ri en me racontant un chat qu'elle avait vu à l'école, pendant que Raymond la regardait silencieusement avec des yeux pleins d'amour. À ce moment, j'ai senti une paix immense, comme si toute la douleur du passé n'avait été qu'un cauchemar. Cet après-midi, assis seul dans mon salon, j'ai ouvert un nouveau carnet. Le vieux carnet en cuir était plein de notes sur Sylvie, sur les jours où j'ai lutté pour protéger ma famille. Maintenant, je voulais commencer un nouveau chapitre. J'ai pris un stylo et ai écrit la première ligne. Vous pourriez penser que je suis vieux, dépassé. Mais c'est ce vieux monsieur qui a sauvé une famille entière. J'ai souri. J'ai fermé le carnet et l'ai laissé sur la table. Je n'avais plus besoin d'écrire parce que cette histoire savait. Enfin, j'avais la fin que je méritais. Je suis sorti dans le jardin et ai vu Camille courir et jouer avec les enfants des voisins. Son rire résonnait cristallin. Raymond s'est assis sur la terrasse en lisant le journal et occasionnellement, il levait les yeux et voyait sa fille avec un regard fier. Le vent soufflait frais et caressait ma nouvelle coupe de cheveux. Je suis resté là, respirant profondément, sentant un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai pensé aux jours passés, aux nuits sans sommeil, aux moments d'angoisse et à toutes les fois où j'ai pensé que j'allais m'effondrer. Mais je n'ai pas abandonné. Et maintenant j'étais là, avec ma famille, avec l'amour et la confiance restaurée. L'histoire que vous venez d'entendre a été modifiée en noms et lieux pour protéger l'identité des impliqués. Nous ne la racontons pas pour juger, mais avec l'espoir que quelqu'un l'entende et s'arrête pour réfléchir. Combien de pères souffrent en silence, dans leur propre maison? Je me demande vraiment si vous étiez à ma place. Que feriez-vous? Choisiriez-vous de vous taire pour garder la paix? Ou oseriez-vous affronter tout pour récupérer votre voix? Je veux connaître votre avis, parce que chaque histoire est comme une bougie qui peut illuminer le chemin d'une autre personne. Dieu bénit toujours, et je suis convaincu que le courage nous mène à des jours meilleurs. Pendant ce temps, sur l'écran, enfin, je vous laisse avec deux des histoires les plus aimées de la chaîne. Je suis sûr qu'elles vous surprendront. Merci d'être resté avec moi jusqu'à ce moment.